C'est possible. Les gens le font en Occident. Et donc, le problème, c'est pas... Les paysans se débrouillent déjà. Les gens qui sont sur le territoire, ils se battent à la force de leurs bras. Mais c'est l'État qui doit organiser tout ça, qui est totalement défaillant. Ce n'est pas quand même... C'est quand même incroyable qu'en 2026 ou en 2020, ou je ne sais quoi, les gens continuent de cultiver la terre comme en 1940, alors que la population a été multipliée par 10. C'est-à-dire, il y a plus de bouches à nourrir. Si vous prenez la région des savanes aujourd'hui, la population de la région des savanes de 1980 n'est pas la population de 1920 aujourd'hui, de 2020. Donc, si on fait des projections, on sait qu'au rythme où on fait les enfants, on va passer du simple au double. Mais il faut prévoir la mécanisation de l'agriculture de manière à ce que les gens quittent l'agriculture de subsistance pour faire une agriculture plus intensive et nourrir plus de bouches. Donc, on ne comprend absolument rien. Et vous avez au Togo une structure qu'on appelle ICAT, qui fait quand même de la recherche sur les essences. Mais cette structure-là n'a pas de financement. Je les vois souvent, ils font des recherches sur les haricots, les niébés, tout ça, et ils ont quand même une revue. Mais c'est une structure qui ne bénéficie pas de financement. Et pourtant, il y a de l'argent qu'on utilise pour des bêtises, pour des voyages inutiles, pour des activités inutiles, pour des conférences inutiles qui ne nous apportent absolument rien, qui n'ajoutent rien au développement du pays. Et c'est ça qui est vraiment dommage pour le Togo. Donc, le pays est gouverné sans aucune vision. Tout est du pilotage à vue. Et aujourd'hui, en dehors du fait que les jeunes dans ces localités, dans la savane, et un peu plus même dans la Kara, émigrent beaucoup plus vers les pays voisins, mais ils viennent aussi dans les régions plus en bas et que ça constitue une pression démographique. Vous arrivez dans la région des plateaux, centrale et déjà dans les plateaux, partout où il y a des terres qui sont prises d'assaut pour l'agriculture de subsistance, ce qui crée d'ailleurs même des problèmes entre les communautés. C'est des gens qui n'ont plus de terres... c'est des gens qui quittent les régions les plus pauvres pour descendre là où il y a un peu plus de pluviométrie à la recherche des terres cultivables. Et pendant ce temps, il y a ceux qui sont aussi dans les zones minières comme la zone de Vogan-Zia, qui n'ont plus de terre aussi parce que l'exploitation des mines ravage leurs terres, qui montent aussi un peu vers la région des plateaux, notamment Notien, tout ça, à la recherche des terres cultivables. Donc, tous ces éléments-là ne sont pas vraiment documentés de façon assez claire pour permettre aux gens de comprendre l'évolution sociologique de notre pays et les risques de cohabitation qui vont naître demain entre ces gens-là qui émigrent de part et d'autre à la recherche de quoi nourrir leurs enfants. C'est ça la réalité de notre pays. Oui, les gens, vas-y, tu voudrais réagir? Non, je disais que c'est grave, quoi, ce qui se passe. On est au 21e siècle, les gars. 21e siècle, 2026. Hein? Et les gens n'arrivent même pas à prévoir l'accroissement d'une population. Prévoir l'accroissement d'une population. C'est l'anarchie totale. Dans tous les secteurs, je le disais tout à l'heure. L'énergie, l'agriculture, l'éducation, la culture. Il est vraiment temps que ce genre de choses s'arrête. Dénoncer, c'est bien. Nous dénonçons beaucoup. Mais menons des actions. Il est vraiment temps que les Togolais puissent prendre conscience de ce qui se passe. On me dit souvent que non, ils savent ce qui se passe. Les gens souffrent assez chez nous au Togo. Ils savent ce qui se passe. Mais, mes chers amis, dites-moi, à quand le déclic? À quand le déclic? Pourquoi aujourd'hui les Togolais ne se révoltent pas contre ce pouvoir? Ne serait-ce que dire non, nous n'en voulons plus. Le dire, l'affirmer. Parce que à mon sens, hein, c'est ce que je pense, c'est ce qui manque, c'est la seule chose. L'affirmer de telle en sorte que cette fois-ci, si on doit l'affirmer, qu'on reste là-dessus jusqu'à ce que ce système-là ne dégage. Je ne sais pas je ne sais pas. J'ai tellement réfléchi là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut leur proposer encore?
de plus pour qu'ils puissent comprendre que ce pays-là doit changer obligatoirement pour l'avenir de nos enfants. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On a beau retourner la chose dans tous les sens, quand on les questionne directement, ceux qui vivent sous la dictature sont confrontés au mal tous les jours au Togo, ils te le disent qu'ils souffrent, qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ce n'est même plus, pour moi, ce n'est même plus une question de j'ai peur d'aller en prison ou de mourir ou quoi que ce soit. Mais il y a un laisser-aller. Les populations sont... de coucou. Laxisme, les Egbia. Je ne comprends pas. Et moi, je pointe du doigt les premiers responsables, c'est la diaspora togolaise. En grande partie, les responsables de ce laxisme-là, c'est la diaspora. Parce que des gens qui sont censés, qui sont censés voir les choses venir, prévenir, ou même sont un peu plus informés que les autres, ne font pas par nous. Ne fait pas assez. Les autres ne font pas par nous. La diaspora ne fait pas assez son boulot pour moi. Il y a quelque chose, je ne sais pas, réfléchissez avec moi aussi, mes chers amis. Il y a quelque chose il manque encore quelque chose. Le déclic là. Quand on est là. Des côtés, hein. Parce que, regardez, l'agriculture. Il y a tellement d'agronomes, tellement de spécialistes de la terre dans cette diaspora-là, qui ont tenté des choses qui n'ont pas fonctionné à cause de cette minorité, à cause de cette anarchie, à cause de cette mauvaise gouvernance. Ils le savent. Mais, ils sont où, ces intellectuels-là, dans ce secteur de l'agriculture? Ils sont où? Qu'est-ce qu'ils font pour dire que ça ne va pas? Moi, je crois qu'on a encore du boulot. On a encore du boulot devant nous. On a encore du boulot devant nous. Parce que quand on regarde, on se dit, mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans le cas Togo depuis 2 ou 3 ans maintenant? Mais là, ouais. Qu'est-ce qu'on n'a pas dénoncé? Excusez-moi, c'était un coup de gueule, mais il y a quelque chose qui... Sûrement que j'ai raté quelque chose, ou que nous avons tous raté quelque chose. Mais je sais pas. Je me mute pour l'instant. Romaric, c'est un bonjour. C'est bon, tu as réussi ton histoire de doublon là. C'est bon ou bien ou pas? Romaric, est-ce qu'il est avec nous? Je suis là. Romaric, est-ce qu'il est avec nous? Je suis là, mais c'est venu du blog. Romaric, est-ce qu'il est avec nous? Je suis là, mais c'est venu du blog. Romaric, est-ce qu'il est avec nous? Je suis là, mais c'est venu du blog. Romaric, est-ce qu'il est avec nous? Je suis là, mais c'est venu du blog. Romaric, est-ce qu'il est avec nous? Je suis là, mais c'est venu du blog. Monsieur Romarikson, c'est moi, s'il te plaît, qui vous ai descendu. La meilleure solution serait que tu redémarres TikTok ou redémarres ton téléphone. À part tout ce qu'on sait, des fois, s'il n'y a pas des mises à jour en attente, des fois, s'il y a des mises à jour en attente chez TikTok aussi, ça peut te faire ça. C'est de redémarrer sur ton téléphone et voir, oui. Le mieux, c'est d'aller chercher la mise à jour. S'il a un Samsung ou un appareil, Ouais, directement dans le truc Play là. Play Mais Store, bon, voilà. ouais, des Tu fois, vas dans Play Store, tu tapes TikTok et tu mets à jour. Et si c'est pas le cas, tu désinstalles carrément TikTok, tu réinstalles. Ça peut arriver, ce genre de bug. Et oui, les gens, je pense que si on attend qu'il y ait plus de monde dans la diaspora qui s'implique comme tu le fais si bien, comme ton groupe le fait, comme d'autres personnes le font, on attendra longtemps. Parce que il y a beaucoup de gens qui ont des petits intérêts au Togo et qui n'ont pas envie de... Je ne sais pas quel genre d'intérêt ils ont, mais qui n'ont pas envie de
comme eux-mêmes le disent, de prendre des risques parce que demain, il va aller à Lomé, ou bien il a peut-être un petit marché, ou il a quelques petits intérêts. Mais ce que ces gens-là ignorent, c'est que, et j'ai l'habitude de leur dire, quand nous parlons de démocratie, d'état de droit, comment le Togo ne fonctionne pas bien, mais ça concerne encore beaucoup plus les gens de la diaspora. Parce que c'est les gens de la diaspora ont le plus investi au Togo, pas seulement de l'investissement en termes de structure, d'employabilité, mais le fait que tu as des intérêts, tu as une maison, tu as une deuxième maison, tu n'y habites pas souvent, tu le mets en location, les appartements meublés. Aujourd'hui, quand on parle d'augmentation de l'électricité, tu entretiens ta maison. Ça te fait un double entretien. Tu as peut-être un appartement aux États-Unis ou en Europe ou au Canada que tu entretiens déjà. Tu as peut-être un prêt que tu payes, mais tu dois entretenir aussi la maison qui est au pays. Payer l'électricité, payer les gardiens, entretenir la maison. Entretenir une maison, ça revient excessivement cher. Et quand on augmente les coûts de l'électricité ou le coût de l'eau, mais tu en es aussi victime. Si dans ta zone, il se pose un problème d'insécurité foncière, qui pourrait t'amener à perdre ta maison ou ton terrain, tu es aussi concerné. Tout ça, c'est la gouvernance. Parce que quand ce problème sera déféré devant les tribunaux, un petit malin ira donner de l'argent à un juge qui ne te donnera pas raison. Il donnera raison à ton adversaire. Et si tu rentres à Lomé, comme les gens le font, et tu as ta maison, je ne sais pas, à Detikopé, ou bien tu as ta maison à Agbata, ou je ne sais pas, quelque part sur la route d'Anéron, Bodjomé, tout ça, quand il pleut, tu auras toutes les difficultés à rouler ta belle voiture pour rentrer chez toi, facilement. Donc ça aussi, tu es victime de la gouvernance. Donc tous ces gens-là, qui se cachent derrière des excuses, genre moi je ne fais pas la politique, genre moi... Mais la gouvernance... Et telle qu'on la voit dans les pays où nous vivons, c'est la même chose que nous devons exiger chez nous. En Occident où tu vis, à chaque fois que il y a €1 ou $1 qui sort, on demande des comptes au gouvernement. Pourquoi vous ne ferez pas autant pour vos pays d'origine? Et vous vous taisez pendant que les dirigeants s'enrichissent, détournent des milliards qui doivent servir à construire des infrastructures, à améliorer les routes, les canalisations, l'assainissement et permettre aux gens de vivre dans un cadre de vie agréable qui profitera même à toi quand tu rentreras au pays avec tes enfants. Qu'est-ce que vos enfants, vous qui rentrez souvent à Lomé, quand vous arrivez à Lomé où il y a des coupures de l'électricité, quand vous rentrez à Lomé où vous n'avez pas de route pour circuler, quand vous rentrez à Lomé avec vos enfants où il n'y a pas de parc pour que les enfants aillent s'amuser, qu'est-ce que vos enfants vous disent? Moi, je connais des gens qui sont rentrés avec leurs enfants et qui les ont amenés au Bénin. Et les enfants ont eu des éléments de comparaison. Ils ont dit, mais papa, prochainement, on va au Bénin, on ne vient pas au Togo parce qu'au Togo, on n'a pas pu sortir, il n'y a rien. Quand tu rentres au Togo, soit on t'amène à Anéron, ou tu vas à Kpalimé. Et encore que, il faut voir ce que c'est. À part ça, il n'y a plus rien. Dans la ville de Lomé, il n'y a aucun lieu touristique, il n'y a pas de parc pour les enfants. Donc, le cadre de vie n'existe même pas. Et vous avez des gens qui ont le courage, au sein de la diaspora, qui vivent mieux, qui connaissent ces réalités-là et qui se disent non que le Togo est bien gouverné. Et qu'est-ce que vous attendez de ces gens-là? Qu'est-ce que vous attendez de ces gens-là? Non, vous allez attendre longtemps. Donc, tu fais déjà ta part. Nous qui sommes ici, nous faisons déjà notre part. D'autres plateformes font leur part. Je pense qu'il faut se contenter de ça. Si demain quelqu'un retrouve la lumière et décide de s'engager dans la lutte, c'est tant mieux. Mais si tu vas passer ton temps à leur faire un appel de pied, les gens ne viendront jamais parce que les gens te mettront devant leurs petits intérêts. Ma vieille est encore au pays, elle n'est pas encore décédée. Mon père est encore là, il n'est pas encore décédé. Bon, voilà, moi, je ne veux pas prendre des risques. C'est des choses comme ça que tu vas entendre. C'est malheureux, c'est vraiment malheureux. Oui, mais tu as raison, hein, tu as raison. Et puis, je pense que à mon humble avis encore, la diaspora n'a pas le timing, n'a pas la main sur le timing. C'est une question de... Pardon. Et puis, Jeanne Junior, je termine rapidement avant que tu le poursuives. Mais, donc, ce n'est pas uniquement ça. La diaspora, la diaspora met en plus beaucoup de moyens déjà. Mais l'argent que la diaspora envoie, c'est plus que l'aide publique au développement. Donc, elle est doublement peinée dans cette histoire. Elle a une double peine dans cette histoire. Et les gens doivent comprendre que tant que le Togo ne va pas changer, le poids de la gouvernance, le poids de la mauvaise gouvernance au Togo pèsera sur les épaules de la diaspora. Parce que c'est la diaspora qui comble tout le déficit qu'il y a aujourd'hui au Togo.
Les gens qui sont à l'extérieur, même s'ils arrêtent des grands projets, comme je vais avoir une grande maison, je vais avoir ceci, je veux pas envoyer de l'argent, ils ne peuvent pas couper de la nourriture à leurs parents, à leurs proches. Et quand tu envoies 100 000 francs à tes parents pour vivre, c'est de l'argent que tu injectes dans l'économie togolaise. Parce que les 100 000 francs que ton père, ta tante ou ta soeur va prendre, elle ira au marché pour acheter auprès de la vendeuse du haricot, des produits, du poisson, et la vendeuse aussi ira au marché acheter. Donc, c'est de l'argent qui rentre dans l'économie. Donc, les millions de Togolais qui sont de l'extérieur et qui envoient régulièrement, disons, 100 000 francs au pays, c'est beaucoup d'argent qu'ils injectent dans l'économie. Donc, normalement, c'est la diaspora qui doit prendre à cœur cette lutte-là. Parce que si le changement vient au Togo, ça va soulager la diaspora et les gens auront le temps de s'occuper de leurs projets personnels que de passer toute leur vie à nourrir leurs frères et leurs sœurs qui sont restés au pays et qui sont victimes de la gouvernance du pays. C'est ça la réalité. Je m'excuse d'avoir monopolisé la parole. Non. Ce que je voudrais dire exactement, je veux aller dans le sens. Je finis une petite seconde et je te donne la parole. Merci. Je veux juste dire que, effectivement, moi, je pense que la diaspora aussi n'a pas la main sur le timing. Ici, je pense que le Togolais sait tout ce qui se passe, mais c'est juste une question de timing et d'organisation interne. Hein. Donc, c'est ce que je veux t'apporter aussi la légende et dire rapidement que, effectivement, j'étais monté dans je scrollais quand je suis tombé sur un live et une dame dit qu'elle a acheté un terrain, elle est dans la diaspora, elle a acheté un terrain et que le terrain, il a un titre foncier, elle a fait un titre foncier sur le terrain il y a de cela 13 ans, mais aujourd'hui, elle se retrouve encore devant la justice parce qu'il y a un juge qui est sorti quelque part pour lui arracher le terrain. Et que l'histoire est en cours maintenant, il y a de cela 2 ans. Le problème, c'est qu'il n'y a pas l'état de droit au Togo. Il n'y a pas voilà, exactement. Mais la diaspora, quand on trouve l'argent... Sur la justice, voilà, pour faire quoi que ce soit. Ouais, c'est tout ce qu'on fait. Et le Togolais, on veut pas aussi voir un peu à l'extérieur quand même, parce que quand on trouve l'argent, je chute là-dessus, je dis, ouais, elle va prendre la parole. On pense Togo. Alors que peut-être les gens veulent tellement sécuriser leurs biens. Ils disent, je vais investir au Togo, j'achète le foncier. Mais le foncier aussi au Togo, c'est une usine à gaz. Mais je pense que c'est la diaspora qui met plus l'argent là-dedans. Et quand ils savent que la personne n'est pas au Togo, c'est fouchu pour toi. En tout cas, merci, Djiroula. Non, c'est pas Djiroula, excuse-moi. Bon, excusez-moi les gars, je suis revenu. Bon, je voulais juste rebondir assez rapidement sur les sujets sur l'agriculture. J'étais un peu occupé, mais bon, je pense que vous avez tout dit. Je pense que c'était Jeune Junior qui parlait aussi des tracteurs. Je pense que Dieu sait comment ces tracteurs sont gérés aujourd'hui au Togo. Il y a d'autres qui sont passés en location, qu'on loue très très cher aussi à nos aînés aussi dans les villages pour cultiver leur terrain. Et aujourd'hui aussi, on assiste aussi à un problème dans le septentrion où le gouvernement a bloqué la production des maïs, l'exportation de la production des maïs. Aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui, comme le maïs, ce sont des denrées périssables, et le maïs est en train ça se périt, et puis les gens, ils peuvent plus exporter parce qu'il faut comprendre quelque chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens n'ont pas totalement besoin du maïs parce que quand on produit du maïs, bon, vous pouvez manger avec votre famille, avec tout le monde. Mais après le reste, vous le vendez, c'est pour peut-être vous vendez une partie, c'est peut-être pour payer la scolarité de vos enfants, c'est peut-être pour acheter d'autres choses comme le sucre, l'huile, tout ça. Donc aujourd'hui, je pense que le gouvernement a bloqué aujourd'hui dans le nord, chez nos frères septentrions, ils ont bloqué dans le nord l'importation, je sais pas, je suis en train de mélanger un peu les trucs. Le sortir du pays, la production de... L'exportation. L'exportation, oui, voilà, voilà, merci beaucoup la légende. Donc, et ça aussi aujourd'hui, ça fait qu'aujourd'hui, nos cultivateurs aujourd'hui sont confrontés aussi à ce problème et ce qui émane aussi de ce qu'on vient de sortir sur cette crise alimentaire qui va sévir bientôt aussi dans les savanes. C'est quand même triste. Après, bon,
Qu'est-ce qu'on peut dire? Après, en fait, c'est cette gestion calamiteuse du pays qui amène tout ça. Tous les secteurs sont bloqués, sont sclérosés. Aujourd'hui, on fait face aujourd'hui à un régime qui ne veut rien entendre, qui est totalement inactif. Et aujourd'hui, tous les secteurs, c'est chez moi que ça sonne, non? Aujourd'hui, tous les secteurs sont totalement bloqués. On ne peut pas dire aujourd'hui, au moins, ce secteur, au moins, quand même, ça va. Donc, ce régime a failli dans tous les domaines. Et pour revenir sur la mobilisation de la diaspora, je pense qu'il faut comprendre quelque chose. Il y a eu nos aînés qui ont vécu voilà, les mobilisations de 90 et qui sont partis aussi en Europe, qui ont beaucoup fait. Et il y a une génération dont je fais partie, d'ailleurs, je pense la légende et puis tout le monde sur ce panel, nous qui avons plus vécu ces crises de 2005 et ces crises de 2005. Donc il faut comprendre aujourd'hui que cette diaspora aussi qu'on a aujourd'hui a perdu un peu confiance, parce que quand on a vu l'effort que on ne peut pas totalement accuser les Togolais, l'effort que les Togolais ont fait en 2005 jusqu'à ce que nos confrères ont écrit déjà frappé sur leur maison, et même en 2017, et il y a une partie de cette population qui se retrouve aujourd'hui dans cette diaspora. C'est vrai ils ont perdu un peu confiance. C'est cette lutte qu'on a allumé depuis un an, qui redonne un peu confiance en eux. Parce que moi, je vous rappelle, depuis qu'on a commencé cette histoire l'année dernière, il y a même des filles, des femmes, et des gens que j'appelle, avec qui je discute. Quand je discutais de la politique avec eux avant, mais ils voyaient l'histoire de très très loin. Ils disaient, bon, la politique, ils s'en foutaient complètement. Mais aujourd'hui, quand je discute avec ces gens, on ressent que, bon, c'est des gens qui reprennent goût à la chose, qui veulent comprendre la chose. Donc, moi, je peux dire qu'il faut qu'on continue le combat, qu'on continue aussi ces campagnes de sensibilisation, et ça va venir. Parce que la dernière fois, pour chuter assez rapidement sur ça, la dernière fois, la mobilisation qu'on a eue sur Paris, il y avait eu des gens qui sont arrivés. Les mobilisations qu'on a eues en 2017, les Togolais ont répondu présent. Donc, il y a une diaspora aujourd'hui qui est consciente, qui sait réellement qu'il y a un problème. Après, c'est vrai qu'il reste quand même, voilà, cet élément qui va venir allumer la brèche pour que les Togolais, tout le monde sorte. Et c'est ce qui va arriver par ce qu'on est en train de faire, par les panels qu'on allume, par ce qu'on dit, par ce que notre confrère Ferdinand fait. Et avec le temps, tout ça, ça va arriver. Et c'est quand on va capitaliser tout ça, ça va donner quand même quelque chose pour conclure cette lutte qui a tant duré. Moi, j'ai confiance toujours encore à ces diasporas, confiance à la population togolaise, parce qu'ils le savent aussi, hein. Quand vous parliez du foncier aujourd'hui, quand on voit en Europe, tous les Européens, ils ont tous des 100 mètres carrés, 150 mètres carrés, 300 mètres carrés à Djagblé. Alors que Djagblé, en termes de foncier, c'est une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement. C'est de la pagaille là-bas. C'est un scandale géographique, Djagblé. Tous les Djagblé à Veta. Donc, ils savent qu'ils ont investi dans quelque chose où ils ont cramé leurs centaines ou leurs milliers d'euros. Donc, aujourd'hui, je pense qu'ils sont conscients, et le travail qu'on est en train de faire, on va le continuer. Et après, avec le temps, je pense que la conscience va arriver et on va sortir ça pour conclure cette lutte. J'y crois fortement. Je suis sur des chiffres de... Pour donner... allez-y. Ok. Pour ajouter à ce que Djidoula vient de dire, moi, en tant que journaliste, je reçois généralement des sollicitations des gens qui ont des problèmes fonciers à Lomé. Et quand les gens m'interpellent, je ne réagis plus. Dis oui, j'ai un problème ici à Mwepé, on a acheté une parcelle depuis des années, on est sur les titres fonciers, il y a une autre communauté qui est venue contester la communauté qui a vendu, on a des terrains à Djagblé, on en a par ici. J'ai dit mais non, moi je ne suis pas un géomètre, je ne m'occupe plus de ça. Parce que c'est des gens qui viennent vers vous juste parce qu'ils ont des problèmes. Et c'est des gens qui sont dans la diaspora. Mais une fois que vous les aidez à régler le problème, ils ne se mêlent plus de la question de la gouvernance. Alors que le problème foncier qu'il a est fondamentalement lié
à la gouvernance même du pays, parce qu'en fait, les institutions ne fonctionnent pas bien. Si les institutions fonctionnaient bien, mais les gens qui investissent dans le foncier, il y aura un dispositif pour sécuriser leur investissement. Donc moi, je ne me mêle plus de ça. Je vous dis, mais si vous avez des problèmes fonciers, mais allez faire ce que vous pouvez faire. Quand on vous dit que le Togo ne fonctionne pas bien, vous dites que non, moi je ne fais pas de la politique. Mais le jour où vous êtes rattrapé par une affaire devant les tribunaux et qu'on sait que les juges sont corrompus, les juges sont instrumentalisés, ce que nous dénonçons tous les jours en politique, et vous voyez, vous vous taisez, quand ça vous arrive, maintenant vous venez dire oui, il y a un tel juge qui m'a pris de l'argent, il y a telle personne, tout ça. Je dis non, gérez ça vous-même. Moi je ne m'intéresse plus à ça. Donc il faut que les Togolais comprennent qu'on est tous victimes de ce qui se passe au pays. On parlait de l'agriculture tout à l'heure, comme Djidoula le dit. Il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué. Qu'est-ce qui pousse les jeunes à quitter les villages? Parce qu'il n'y a pas... Jean Junior l'a dit, mais pas assez. Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a pas d'infrastructure pour permettre aux jeunes de se sentir à l'aise dans leur localité. Si ce bout de pays-là, après 66 ans d'indépendance, on n'a pas pu électrifier tous les villages. Alors que les jeunes aujourd'hui, avec le développement, chacun veut avoir un Android. Les jeunes dans les villages veulent suivre les matchs Manchester, je ne sais pas comment vous les appelez. Aujourd'hui, il y a une finale, je ne sais pas ce que c'est. Ligue des champions, les jeux veulent suivre les championnats. Voilà. Oui, vous allez dans les villages, aujourd'hui, dans nos pays, les jeunes, les phénomènes Barça, Real, c'est devenu un phénomène de société. Même dans les villages. Donc, les gens ont besoin d'avoir l'électricité, ont besoin d'avoir de l'eau pour allumer une télévision et se faire plaisir. Même pas de parc. Voilà. Et donc, non, on va pas parler des parcs dans les villages, mais au moins une télévision, au moins l'électricité. Vous voyez. Et donc, s'il y avait de l'électricité dans les villages, au moins ce serait un facteur de fixation des jeunes dans les villages. Parce que le jeune, s'il peut rester dans le village en ayant tout ce qu'il veut, il a sa télévision, il a son Android, il a de la connexion Internet, il va pas quitter le village vers la ville. Ou bien il va pas quitter le village pour venir faire du zémidjan en ville. Parce qu'en réalité, beaucoup de jeunes qui quittent aujourd'hui les villages et qui abandonnent l'agriculture, ils viennent faire du zémidjan dans les agglomérations. Vous savez qu'il y a plein de jeunes qui quittent les villages de Thiévier pour venir faire du zémidjan à Lomé. Et il y en a qui quittent Gapé pour venir faire du zémidjan à Lomé. Et il y en a qui quittent les villages de Haotoué pour venir faire du zémidjan à Lomé. Et il y en a qui quittent Badia, Bagbe, tout ça pour venir faire du zémidjan à Lomé. Parce que ils estiment que cultiver la terre devient de plus en plus difficile parce que les méthodes de culture n'ont pas changé. C'est pas de la mécanisation. Il faut continuer par aller avec la roue, le coupe-coupe et tout ça. Mais quand il prend sa moto zémidjan, en 2-3 mouvements, il a peut-être à la fin de la journée 1500 ou 2000 francs. Mais quand il va planter le maïs, il faut qu'il attende 4 mois pour que le maïs puisse mûrir. S'il met l'igname, il faut attendre 5 mois. Donc, il préfère prendre la moto et aller faire un peu de tour en ville que d'aller rester au champ. Donc, l'échec aussi provient de là, du fait que pendant longtemps, on n'a pas, au niveau des décideurs, amené les infrastructures dans les localités, dans les villages, pour amener les jeunes, et pas seulement les jeunes, même un certain nombre de personnes, à rester dans les villages. Les femmes qui ont leurs copains agriculteurs, mais elles les ont quittés, on dit, mais aujourd'hui nous sommes à l'heure de TikTok, toi tu vas rester au village, tu n'as pas de connexion, tu vas faire quoi? La fille aussi, elle a envie de manipuler TikTok. C'est ça la réalité. Oui, c'est une réalité. Vraiment, c'est l'exode rural. De toute façon, beaucoup de pays l'ont maîtrisé en mettant en place des infrastructures dans les villages. Et là, les gens, ils n'ont rien pour s'occuper, quoi. Même pour faire le plaisir. Ben oui. Ils n'ont rien. Voilà. Pour jouer voilà. ils n'ont même pas de terrain de Mais ils n'ont rien. Mais voilà, ça rejoint. C'est pour ça, d'ailleurs, quand vous voyez, ils font beaucoup d'enfants. Ça me rappelle. La seule chose qui leur reste, c'est de passer les femmes au lit. Quand ils reviennent du. Ben voilà, ça me rappelle ce qu'on disait, ce qu'on vous avez des grossesses. Il y a des grands bars aussi, hein. Il y a des grands bars qui sont, il y a des bars, oui. permises. Paraît-il qu'il y a des bars, bon, de toute façon, ça, c'est un fléau au Togo, hein. 2 brasseries qui tournent à plein régime dans ce pays-là. Les gens souvent on dit la table de l'Africain vide, mais son lié fécond. Donc, comme ils n'ont rien à faire, la distraction, c'est quoi? C'est le lit. Donc, c'est triste à dire. Non, ça, vous savez, c'est humain. Moi, j'ai jamais condamné. Bah oui, voilà, c'est humain. Et puis, le facteur aggravant, c'est la pauvreté.
et le manque d'infrastructures. C'est ça qui fait que ça tape sur les femmes dans tous les sens. Et il y a beaucoup plus de grossesses juvéniles dans nos villages quand on regarde les chiffres. Ouais. Alors, je voulais les grands attirer frères- votre attention sur des données, entre autres, des données sur lesquelles je suis tombé. Des données de l'IATA, sur la hausse du nombre de voyages par avion au Togo. En 2025, ils ont enregistré près de 1 506 946 passagers. En 2026, ils attendent, parce qu'il y a des billets qui sont déjà achetés, et beaucoup ont déjà acheté des billets, ils attendent une hausse de 5,1% de ce chiffre-là. C'est pratiquement 2 millions de personnes. On va enlever les amis de Fort Gnassingbé, les Israéliens qui font aller-retour chaque semaine. Ces gens, on va les enlever dedans. Mais si on enlève tout ça, là, les businessmen, les faux businessmen et tout ça, si on enlève tout ça, il y a quand même un fort taux de Togolais de l'extérieur qui rentrent et qui repartent du Togo. Chaque année, pratiquement 2 millions de personnes. C'est beaucoup. Pour moins de 10 millions d'habitants. Alors, vous me trouvez... alors Voilà. tous ces gens qui rentrent là, ils payent des taxes. Et c'est de l'argent que l'État capte. Voilà. Parce qu'ils payent des taxes sur les billets d'avion. Je te laisse continuer, les gens. Et entre parenthèses, il faut savoir aussi qu'il y a une taxe que nous payons, nous, les gens de la diaspora, parce qu'ils n'ont pas pu solder aussi le crédit pour la rénovation de l'aéroport aussi. Encore ajouter ça. Donc, imaginez, vous regardez tout cet argent-là qui rentre par l'aéroport, déjà, sur le port et tout ça. Mais ça c'est des chiffres palpables que vous pouvez aller vérifier sur le nombre de vols qui partent, même chaque semaine, la manière dont les volets en France sont remplis. Mais où passe tout cet argent-là de l'aéroport? Ces taxes-là servent à quoi? Il y a un sérieux problème dans notre pays. Il y a un sérieux problème dans tous les secteurs. Quand on s'y plonge un peu, on se rend compte que des gens passent. Imaginez-vous 2 millions de passagers par année. C'est le terrain, ça. 2 millions de passagers par année pour un petit pays comme le nôtre. C'est déjà, pour un seul aéroport, c'est beaucoup. Imaginez-vous si le Togo avait 2 aéroports. Donc, tout ce qui sort de là comme bénéfice, est-ce que vous avez déjà, moi j'ai jamais vu, j'ai jamais vu des chiffres sortis par la SALT ou par les sociétés de gestion de cet aéroport. J'ai jamais vu des comptes rendus aux Togolais là-dessus. Il y a un véritable problème de ce côté-là aussi. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. C'est malheureux. Et quand tu tombes sur des chiffres comme ça, tu te dis, mais il y a un truc qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez même l'état de l'aéroport. On nous dit aujourd'hui que cet aéroport, c'est même pas un aéroport, c'est un aérogare qui a été réfectionné. Cet aérogare-là, mais les problèmes que les gens rencontrent dans cet aérogare, ceux qui y travaillent, des inondations depuis qu'ils ont livré les travaux, les toilettes non fonctionnelles, le Wi-Fi qui fonctionne pas. Mais il y a tellement de problèmes sur cet aérogare-là, mais ça a coûté des milliards aux contribuables togolais. Mais et ils n'ont pas fini de payer cela. Je ne coupe pas, mais ça a coûté des milliards aux contribuables togolais, mais ils sont incapables de solder aujourd'hui la dette. C'est pour ça, d'ailleurs, il y a un moment donné, les billets vers le Togo coûtaient excessivement cher. Donc, ça veut dire qu'il y avait une augmentation qui est noyée dans le remboursement de cette dette. Vous voyez? En fait, il y a une dizaine de taxes qui sont sur les billets d'avion. Je pense que c'est 12 ou 14, une dizaine, que vous ne voyez pas à l'œil nu quand vous achetez les billets d'avion. Et ce sont des taxes aéroportuaires. J'en avais parlé entre-temps, je ne sais pas si je retrouve les documents dans mes archives.
et vous verrez que c'est des taxes assez incongrues. En fait, c'est de l'argent. Et pour rénover cet aérogare, comme on le disait tantôt, le Togo a été obligé d'aller faire un prêt à Exim Bank chez les Chinois. Et le projet consistait à reconstruire l'aérogare, à mettre les équipements nécessaires, à construire un hôtel 3 étoiles, ils ont dit, à côté de l'aérogare pour les passagers en transit, parce que bon, il y a aussi cette histoire de hub avec Askai. Sauf que dans la pratique, quand ils construisaient tout ça, l'hôtel a disparu et jamais ils n'ont construit l'hôtel. Les infrastructures ne sont pas aux normes. Mais le coût de la rénovation est passé du simple au double. Donc, une forte tendance à la corruption, beaucoup de rétrocommissions. Vous savez, les Chinois, ils prennent beaucoup d'argent sans parler. Et donc, le coût de la rénovation est passé, je pense, de 100 millions de dollars, ou je sais pas quoi, à 150 millions de dollars, quelque chose comme ça. Je peux retrouver les chiffres. Et aucune explication n'a été donnée aux Togolais. Et aujourd'hui, c'est devenu, cet aéroport, c'est un business center pour la minorité. Donc, vous cherchez qui sont ceux qui ont créé les sociétés qui font les prestations à l'aéroport. Vous trouvez plein de barons. Il y a 15 ans, il y a 10 ans, on avait sorti un gros dossier sur les actionnaires de Servère. Et les actionnaires de Servère à l'époque, quand on avait sorti ce dossier-là, l'actionnariat, nous avions publié l'actionnariat dans l'alternative. C'était un dossier qu'on avait eu à faire. Il y avait la famille Nyasingbe, les grands barons, les Nyonfam, les Akrima Kogoué et toutes leurs bandes qui étaient les plus grands actionnaires de Servère. Donc aujourd'hui, toutes les sociétés qui font les prestations à l'aéroport leur appartiennent. Vous avez une société qui fait dans les hôtesses. Dans les hôtesses, il y a 3 sociétés. Il y a une qui appartient à un certain monsieur Teko Meonaovo, qui fait du placement des hôtesses. Et donc, c'est un truc de, comment vous appelez ça, d'intérim. Donc, lui, Teko Meonaovo, c'était un ancien militant de RPT Uni qui doit être d'un certain âge aujourd'hui. Vous avez une seconde société qui appartient à la fille de Bagnan, qui est décédée, qui faisait dans l'histoire de Miss Togo, qui est aujourd'hui, cette société aujourd'hui gérée par sa fille. Il y a une troisième société qui est aussi créée par une autre dame. Et autant vous prenez les sociétés comme ça, vous avez des gens. Il y a la société vous arrivez quand vous arrivez directement à l'aéroport, ceux qui vous prennent premièrement les passeports et qui s'habillent en blanc, c'est le monsieur qui a un bar à Lomé qui s'appelle la Villa. Vous connaissez un bar à Lomé ou je sais pas, c'est un bar ou un quoi là? C'est un Français là. Voilà, qui s'appelle la Villa, qui est sur le boulevard. Effectivement. Voilà. C'est lui, plus quelques barons qui se sont associés, qui ont créé ça aussi. Et les duty free sont gérés par qui? Donc, tout ça, c'est un business center et on exploite les gens se font des milliards et puis bon, le pays s'enfonce. C'est ça la réalité, malheureusement. Je voudrais aussi rebondir rapidement là-dessus en disant que... Tu l'as oublié. Pardon, c'est qui? Aïcha, oui. Et puis j'ai monté aussi Romaric, pardon. Bonjour tout le monde, bonjour tonton Ferdinand, j'espère que vous portez bien, bonjour la légende, bonjour tout le monde. Je sais, il est 3h du matin chez moi, 3h36. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je voulais seulement écouter ce qui se passe et je suis là, je vous écoute. D'accord. Ça marche. Oui. Junior, tu voudrais réagir, vas-y. Romaric, je ne comprends pas, hein. Toujours faudrait revoir encore une fois, refaire la manip, sinon je te montre, mais bon. Non, je voudrais rebondir très rapidement. Si effectivement, ce que la légende a dit, on voit le nombre de passagers à l'aéroport au Togo, on sait à peu près que sur le nombre d'habitants au Togo, Air France doit faire plus de marge dans la sous-région au Togo qu'ailleurs en fait. C'est-à-dire, nous, on est à peu près quoi, à 7 ou 8 millions, je ne sais plus. Si on voit le nombre d'habitants, le nombre de vols, je pense que Air France doit se gaver chez nous. Parce que, voilà, lui, avec ses vols pleins tous les jours, j'imagine ce qu'il y a là-dedans. Mais retourner un peu en arrière quand même pour ne pas perdre le fil. Moi, dans les villages aujourd'hui, Monsieur Ferdinand a parlé de beaucoup de choses, même Djiroula l'a dit, mais ils n'ont pas de centre de divertissement. Mais ce qui aujourd'hui est encore mal, c'est vrai qu'on dit que
que les églises endorment le peuple, les lieux de culte endorment le peuple. Mais on avait vu dans l'histoire ce que les églises catholiques et autres ont fait dans les villages. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire que les autres ne le font pas, mais dans l'histoire et dans n'importe quel pays, quoi dire, l'église apporte aussi quelque chose aux gens démunis. L'église essaie d'aider les gens, et même je pense en islam, ceux qui sont modérés, je parle pas des barbus. Ce qui fait que même dans nos villages aujourd'hui, c'est vrai que l'église endorme les gens, mais ces infrastructures ont disparu. L'église mère a disparu. Peut-être il y a de ces petites choses aussi qui apportent du soutien et ce qui fait que les prêtres arrivent. Et même en dehors de leur tout ce qu'ils font aussi en des attouchements, on laisse le côté néfaste quand même, mais c'est des gens qui apportent un peu de répit, un peu de soutien aux populations isolées, ce qui leur donne aussi le courage pour pouvoir continuer. Et tout ça n'est pas encadré, n'est pas structuré. Aujourd'hui, il y a le manque de ces infrastructures aussi dans nos villages qui peuvent accompagner les gens aussi positivement. Après, le côté négatif, c'est autre chose. Donc, c'est-à-dire, nos campagnes aujourd'hui, nos villages sont laissés à l'abandon. Même des choses minimes, on n'a pas chez nous, en fait. C'est ça aussi le truc. Des fois, tu attends, aujourd'hui, bon, je vais faire simple. Aujourd'hui, tu vois que dans les grandes villes, quelque part ici, ok, il y a les prêtres qui sont arrivés, qui sont partis dans cet hôpital pour opérer des gens. Il y a X, il y a Y, il y a des missionnaires, ok. Mais en fait, dans les fins fonds des villages, il n'y a pas de structure, il n'y a rien. Maintenant, aujourd'hui, on laisse la place à des bitosards là, des jeunes aussi qui sont un peu plus verrés dans ces campagnes, qui aussi créent leur église en disant les églises reconverties et créent leurs choses. Et il n'y a pas de suivi, c'est ça aussi. Et ils font en plus qu'appauvrir encore les habitants de ces régions là. Et du coup, les chefs cantons sont aussi, en tout cas, sont complices de ce qui se passe. C'est ce que je voudrais rajouter rapidement. C'est pas que c'est un manque de trucs. Nos campagnes sont laissées à l'abandon. Faut juste le dire comme ça. Et au nord, on parle de terrorisme, mais descendons, c'est ce que j'ai dit. Descendons un peu dans les fonds fins de Blita, à Délé et autres, en fait. Il n'y a pas du terrorisme là-bas. Mais je pense qu'on te prend quelqu'un dans cette région, on te le met en face de quelqu'un qui se trouve à Dapan, c'est du copier-coller, quoi. Voilà juste ce que je voudrais ajouter, Milan. Je pense que on en est arrivé là à cause de ce long règne qui a déstructuré tout et qui a perverti les valeurs. Parce que le problème que Jeanne Junior soulève, c'est en fait ce qui arrive dans nos localités. C'est la corruption même des esprits. C'est-à-dire, on en est aujourd'hui nous sommes aujourd'hui dans un pays où il y a même plus, je ne dirais pas qu'il y a plus, mais on est de plus en plus en manque d'autorité, de personnes de valeur, de personnes morales. Et on le disait tantôt, vous allez dans les villages, ce sont les chefs de village qui participent à la perversion de la société. Pendant les élections, c'est eux qui sont utilisés pour bourrer les urnes contre de l'argent. C'est eux qui traquent les jeunes qui se soulèvent dans les villages auprès du CB de la gendarmerie. C'est eux qui signalent les jeunes au préfet. Ce sont les chefs de village, les chefs de quartier. Donc, il n'y a même plus de référence. Il n'y a même plus de personnes de référence même dans les localités. Vous avez des autorités traditionnelles, si on peut les appeler ainsi, qui vont se bagarrer dans les marchés, les jours de marché avec les jeunes, à cause des filles, à cause de la boisson, à cause de la viande et tout ça. Donc, le système a réussi un coup terrible, c'est d'avoir désorganisé la société en profondeur, d'avoir réussi à mettre la corruption à tous les niveaux de la société, y compris parmi les religieux. Quand je parle des religieux, c'est à la fois ceux qui sont des religions traditionnelles que des religions importées. Vous ne pouvez pas faire confiance aujourd'hui à un pasteur, peut-être pas à un prêtre, à un hounon, ou je ne sais quoi dire à un imam. Les gens, ils ne vivent que pour de l'argent, pour le bien matériel. On vient quelque part, on leur donne un peu de sous, on dit bon, il faut vendre celui-ci, ils sont prêts à le faire. Donc il n'y a plus de limite. Donc un pays qui est à ce niveau-là, mais pour le délivrer, utilisons les termes médicaux, il faut une thérapie de choc. Un pays qui arrive à ce niveau-là, il faut une thérapie de choc. Je retourne par exemple au Bénin.
où Talon vient de laisser le pouvoir. Quand Talon est arrivé, il a dit que le Bénin est un pays de pagaille. C'est l'expression qu'il a utilisée. Les gens disent non, qu'il exagère. Effectivement, il y a cela 15 ans, si tu vas au Bénin, c'était un pays de désordre total. Les immigrants, quand il y a un accident, on n'attend même pas que la police vienne faire le constat. Les gens se bagarraient dans la rue, les gens se tapaient dessus. Il y avait... Mais comme il connaît le mal, il a trouvé plus ou moins, il n'a pas trouvé toute la solution, mais il a commencé par le régler petit à petit. Et aujourd'hui, les gens sont de plus en plus disciplinés dans ce pays-là. Mais chez nous, on a atteint un niveau d'affaissement des valeurs de telle sorte que demain, il faudra vraiment des gens assez, des gens qui ont de la poigne pour redresser le pays. Parce que le pays est pourri dans tous les secteurs. À tous les secteurs. Donc, on ne peut pas compter sur les chefs de village, on ne peut pas compter sur les chefs cantons, on ne peut pas compter sur les autorités traditionnelles, les gardiens des us et coutumes, on ne peut pas compter sur eux. Parce que la plupart de ces gens-là, qui ont été nommés à la tête de ces cantons, ont été peut-être parfois des anciens militaires. Donc, on leur a déjà appris à faire du mal quand ils étaient en fonction dans l'armée. Ou des gens qui ont fait l'administration, ils étaient déjà militants du parti au pouvoir. Donc, ils continuent pas à gérer les cantons, les villages avec les méthodes qu'ils ont appris dans l'administration. Donc, tout ça, pour réajuster tout ça, il faut fondamentalement ce que moi j'appelle toujours une thérapie de choc. Pour vous dire que le mal est très profond. Très, 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 très profond. Ouais. Ça souligne, oui, cette histoire d'Atakwame, là, le major Kouloum, là, ce monsieur-là, qui... Vous savez, je sais pas, je sais que, en tout cas, la plupart des gens déjà suivi ou bien écouté le témoignage du jeune homme là, qui disait que si jamais il devait se réincarner, voilà, il préférait se réincarner en caniche en Europe. Non, j'ai vraiment... Les gens rigolaient, j'ai vu ça, les gens rigolaient, mais c'est grave. Hein. Et oui, c'est très, très, très grave. C'est triste. Le caniche, au moins, il a son carnet de vaccination. Ça montre aussi le niveau de désespoir de la jeunesse. Ça montre à quel point les gens se sentent abandonnés, ils ne savent plus quoi faire. Voilà, c'est ça. Et le problème, c'est que ces gens-là, maintenant, c'est à eux de prendre leurs responsabilités, de réclamer leurs droits, de réclamer, voilà, ce qui ne va pas. Leurs besoins quotidiens, c'est à eux de réclamer. Si vous avez besoin d'eau, d'électricité, voilà, de réclamer tout ça là. C'est à eux de le faire. Pour moi, c'est un manque de vision. La dictature a enlevé l'envie de rêver comme il se doit aux Togolais, quoi. Comment tu peux rêver, dire que toi, si tu te réincarnes, tu vas te réincarner en caniche? C'est quoi cette bêtise, là? Hein? Mais Ah, c'est mais grave. la légende, c'est une façon, je pense que, des fois, je me demande... Non, mais c'est trop bas comme vision. Ce que moi, je veux toucher là-bas, c'est trop bas comme vision. Dans une société occidentale ici où c'est vrai le caniche, il y a des... Ça aussi, c'est parce que il y a des droits. Des gens se battent pour les droits des animaux. C'est pas quelque chose, les caniches n'ont pas obtenu ce statut-là, les chiens n'ont pas obtenu ce statut-là du jour au lendemain, c'est pas tombé du ciel. Il y a eu des protestations, il y a eu des gens qui sont partis devant les assemblées nationales, qui se sont battus pour que ces animaux aient des droits. Mais moi, ce qui me sidère le plus dans ces propos-là, mais quand même, tu peux rêver à te réincarner en, je sais pas moi, De Gaulle ou bien Macron ou Mais la légende, lorsque ton gouvernement, le gars, je pense qu'il doit avoir, je sais pas quel âge, mais c'est un jeune, mais lorsque ton gouvernement t'a asservi à l'école, on t'a prouvé que c'est-à-dire que tout ce qui est de l'État, tout ce qui concerne le gouvernement, tout ce qui est géopolitique, ça ne te concerne pas. J'ai l'impression que depuis le temps de Yadema et Faure, ils ont tellement asservi le peuple en les prouvant que ils n'ont pas de droit. C'est-à-dire qu'on m'a revendiqué tout ce qui est politique, tout ce qui est géopolitique, ça ne concerne pas le peuple. Et j'ai l'impression que certains peuples...
certains jeunes pensent que au-delà vague bobémi de coucou là, au lieu de revendiquer, ils n'ont pas cet esprit patriotique de revendication. Donc, c'est le travail vraiment acharné que la dictature fait sur un peuple quand il commence à les asservir. Et moi, mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Il y a l'Internet. Il y a l'Internet pour pouvoir apprendre qu'est-ce que je peux faire dans mon pays qui va très mal. Tu vois? Au lieu de se battre pour les droits de son chien au Togo, toi, tu veux devenir le chien même. Les gens, je pense que c'est de l'ironie, mais tout simplement, il faut comprendre le désespoir de cette jeunesse. Parce que c'est comme moi aussi, je suis tombé sur une vidéo aussi, je crois hier ou avant-hier, où j'ai vu un jeune boxeur qui parlait de son parcours et depuis 2005. Et qui lançait son cri d'alerte, qui parlait de son parcours. J'ai fait le calcul sur 20 combats qu'il a eu pendant 20 ans, mais les sommes qu'il a eues, ça ne dépasse même pas 1 500 000. Mais vous imaginez? Donc, quelque part, il faut comprendre le désespoir aussi de ce peuple. Quand on reste à l'extérieur et on regarde un peu la population togolaise, mais ce qu'on voit, ça a un nom. Ça s'appelle de l'agonie. Mais ça s'appelle de l'agonie. C'est des gens qui sont complètement dos au mur, qui n'ont plus rien à perdre. Et il n'y a pas plus dangereux qu'un homme qui n'a plus rien à perdre. Et malheureusement, le Togo est arrivé à cette phase-là. Donc, et c'est triste de le dire. Et pour remonter, pour réenchérir ce que le grand frère Ferdinand vient de dire, et par rapport à nos chefs, regardez comment ces histoires des chefs ont été politisées au Togo. Moi, je pense que même les chefs cantons ou bien les chefs, ils sont victimes. C'est des gens qui ne peuvent rien faire, qui sont tout simplement victimes. Parce que il y avait eu une scène lors des élections municipales à Baguida, je pense, où c'est le ministre Oueda Balo qui menaçait un chef de sortir, qui parlait à un chef comme un chien, qui menaçait un chef de sortir. Et le chef aussi, il voulait pas. Et après, c'est parti en bras de fer. Et après, qu'est-ce qu'il a dit à ce chef? Quand je vais me remonter au bureau, je vais voir, même si on t'a déjà sorti ton décret ou ton truc là. Donc, vous voyez, ils sont en train de distribuer des menaces. Et ces chefs, on sait comment ça se passe. Mais il y a beaucoup de chefs aujourd'hui qui sont nommés et qui sont utilisés. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de chefs aujourd'hui qui sont des chefs qui sont conscients, qui font leur travail. Tout simplement, c'est qu'ils sont juste noyés dans cette dictature qui a tout scellé, et aujourd'hui tout le monde tombe, tout le monde est pris dans cet étau, c'est tout. C'est comme même les pasteurs, même les ADJ, ils ont été pasteurs. C'est comme les églises. Donc voilà, aujourd'hui tous les secteurs sont embrigadés, hein. Donc, je voulais renchérir sur ça en disant que je pense qu'on a aujourd'hui beaucoup d'églises charismatiques qui sont à chaque deux pas, que ça soit au Togo, au Bénin ou au Ghana, mais au moins on peut même pas comparer. Mais parlons du Togo, ils sont nombreux et ils ont ouvert leurs églises là partout pour voler le peuple parce qu'ils ont compris que à la tête tout le monde vole, donc c'est permis. C'est tout un tas de la corruption qui se passe, que ce soit les imams, les pasteurs, tout est politisé pour maintenir ce peuple-là en souffrance. Et après, tout qui perd, c'est le peuple togolais qui perd. Et c'est ça, au fait. Moi, ce que je veux rajouter aussi rapidement, c'est que concernant aussi les vidéos dont vous parlez, je comprends ce que la légende dit. Je pense que le jeune a fait la vidéo sur le temps de l'ironie, mais je comprends ce que la légende dit. Et moi, je veux plutôt rebondir sur le propos de la légende en disant que au Togo, c'est un vrai phénomène, ce truc-là. Nous avons été éduqués ou en tout cas conditionnés comme ça, je ne sais pas par nos parents ou par la société elle-même. C'est aussi un vrai problème. J'ai vu la vidéo sur la page du grand frère Monsieur Cyril, j'oublie son nom complet, où il y a un jeune homme qui est en train de dire qu'il venait de finir son école du graphisme, en tout cas de graphiste en 2017, et qu'il a été retenu pour participer à un projet au Nigeria.
Donc, lui, il était content. La vidéo est là, hein, sur sa page. J'oublie le nom. D'ici la fin, je vais vous donner le nom du frère. Là, vous allez sur sa page, vous allez voir. Et qu'il est arrivé au Nigeria, donc, il y a plein de jeunes de la sous-région. Ben, lui, il était fier en tant que Togolais. Il arrive et il veut présenter son projet. Donc, il est venu, c'est son projet qui nécessite un petit budget. C'est-à-dire, son projet, c'était 5 millions de francs CFA. C'est selon ce qu'il a dit dans la vidéo. Alors que dans d'autres pays, les gens, voilà, Cyril Akpolou, voilà. Moi, je me suis juste abonné à lui parce que j'aimais ce qu'il faisait. Cyril Akpolou, la vidéo est sur sa page. Et que bon, lui, en tant que jeune, il se dit tout confiant, il est arrivé à un projet de 5 millions. Alors que les autres sont arrivés, mais les autres de la sous-région, c'est des projets à des centaines. C'est-à-dire, c'est des projets énormes en fait. Des gens visent des centaines de millions. Vous avez vu? Donc, on a été conditionné aussi au Togo à accepter ou à comprendre Tonevia Dignon. Et que lui, chaque fois, quand il veut penser, il se dit non, moi, je ne peux pas penser comme ça. Moi, je dois que rester dans la limite des 5 millions ou truc. Bon, vous dire exactement la vidéo, je ne peux pas, mais faudrait qu'on comprenne que le Togolais ne voit pas loin parce que on a été aussi éduqué comme ça. Je pense que c'est ce qui étonne la légende. Tu arrives quelque part avec un projet de 5 millions, très fier, les gens te parlent des projets de centaines de millions. Et donc, il a dit... Il encourage les gens à quitter le Togo, à aller voir à l'étranger avant de revenir. Et des fois, moi-même, quand j'ai commencé à bosser, mais j'entendais des chiffres dans certains projets, je me dis, l'argent là exactement, ça existe. Donc, je pense que c'est pour ça la légende est un peu surprise. Effectivement, On va c'est ça je passer- parlais. Oui, les gens, tu voudrais réagir? On va Non, passer je à disais, autre c'est de ça sujet. que je parlais. C'est de ça que je parlais. Et même à moi, mon premier salaire à l'international, quand je l'ai touché, dans mon cerveau togolais, je me suis dit même que je ne méritais pas gagner autant d'argent. Alors que c'était quelque chose de normal. C'est parce qu'on a été conditionné, on a grandi, on a été conditionné à voir petit, à rêver petit. Non, mais je vous jure, à rêver petit. Et quand on se dit non, c'est pas possible, quand on entend ces propos-là venant d'un jeune, c'est que vraiment lui, on l'a conditionné à rêver petit, quoi. Toi, tu veux te réincarner en caniche en Occident. Et non, vaut mieux te réincarner en Elon Musk ou en quelque chose de grand. Mais en caniche, attends, c'est grave. Oui. La misère a fait que voilà, les gens n'ont plus de rêve, quoi. Ils ne savent plus. Voilà. C'est ça. Maintenant, on va parler de la monnaie. C'est le grand sujet d'aujourd'hui. Alors, moi je vais demander à prendre congé de vous. Je vais donner mon dernier mot de fin avant qu'on change de sujet. Ce qui arrive dans notre pays doit nous interpeller. Et doit nous interpeller à plus d'un titre, autant que nous sommes. Il y a des gens qui pensent que c'est de la blague, ou il y a des gens qui pensent que demain, bon, Fort va partir et puis c'est fini. Ces gens-là, eux, ils ont des visions plus lointaines. On est déjà à la 3e génération des Nyasingbe qui nous gouvernent, parce qu'il y a des petits-fils des Adema qui sont aujourd'hui maires. Vous ne savez pas ce qui va se passer demain après Fort. Donc les Togolais sont en train de s'amuser avec ce combat-là. Les gens pensent que c'est de l'amusement. C'est pour ça que j'ai de la peine quand je vois des gens qui ne font rien, mais qui passent leur temps à... je sais pas. Il faut vraiment un engagement, chacun à son niveau, pour que ce système puisse prendre fin d'une manière ou d'une autre. Sinon, demain, nos enfants vont continuer cette lutte-là que nos parents nous ont laissée, ainsi de suite. Et ce serait vraiment dommage. Et nos enfants n'auront pas le même attachement que nous. Nos enfants n'auront pas la même fougue que nous. Nos enfants n'auront pas les mêmes préoccupations que nous. Donc, il n'y a que notre génération qui a déjà assez perdu, beaucoup perdu, qui pourra, conclure cette lutte-là pour ouvrir une fenêtre pour le développement du pays. Moi, je suis confiant que
autant de Togolais qui sont dans la diaspora. Si le Togo change de tête demain, c'est la diaspora qui va reconstruire ce pays. Le pays n'est pas grand. On a la chance que sur l'ensemble du territoire, beaucoup de gens ont émigré, beaucoup de gens sont dans la diaspora. On peut relever ce pays en moins de 5 ans. Si tout le monde décide de retourner au pays avec les relations, les investissements, tout ça, on peut relever le Togo en 5 ans. Après, il faut que le bouchon saute d'abord avant que ce rêve-là ne se réalise. Donc, beaucoup de courage à nous qui prenons chaque jour les risques, à nous qui sacrifions le peu de notre temps, à nous qui sacrifions le temps que nous devons consacrer à nos enfants, à nos épouses, pour parler à l'ensemble du peuple togolais. Et bon courage à tous les amis ici, les gens, Djidoula, Jeune Junior, David et puis Milawe. Je salue au passage Ditri et bon courage à vous. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, voilà. Merci, Monsieur Ferdinand. Ça fait toujours plaisir d'échanger avec toi les samedis. Si c'est ne serait-ce que quelques minutes, hein. Ça fait plaisir. Surtout sur l'engagement véritable, ferme et résolu. On en manque beaucoup chez les acteurs de cette lutte. Il a dit quelque chose de très important, Ferdinand. On a besoin de personnes plus engagées, plus impliquées dans cette lutte.